bien à la série de webinaires. Je suis Marcella Léonard. Avant de commencer la session, il y a plusieurs enjeux administratifs qu'il faut mentionner. Ceux qui écoutent en français, cliquez sur Floor et choisissez French. Pour suivre la présentation en anglais, cliquez Présentation à la droite de l'écran et pour suivre la présentation en français, vous pouvez cliquer sur Documents du côté droit. Sentez-vous libre de télécharger la présentation en anglais et français en cliquant à droite. Il y aura une période de questions et réponses. Pour soumettre vos questions, allez à la droite, à la barre, cliquez sur Participants et écrivez votre question. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Si vous êtes une partie d'un groupe, veuillez bien inclure la quantité de participants du groupe et nous commencerons maintenant notre conversation. Comme je l'ai dit, je suis Marcella Léonard et comme vous entendez, je suis de l'Irlande et c'est un grand plaisir d'être avec vous ici pour faire ce webinaire d'aujourd'hui. Je ne vais pas passer du temps à expliquer mes antécédents, je suis travailleuse sociale et je me spécialise en risque, mais vous pouvez rentrer dans mon site web et trouver toute l'information et lire davantage sur moi si vous le désirez. De ce qu'on va faire, on va passer directement au webinaire qui va analyser vraiment l'importance d'évaluer le risque posé par des délinquants sexuels, essayant d'opposer le fait qu'on parle de faible, moyen ou élevé. Est-ce que ça concerne les adultes? Mais ceci est pertinent aussi pour ceux qui ont moins de 18 ans et ont commis une infraction sexuelle. Maintenant, un délinquant sexuel l'est parce qu'il peut l'être et je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que de plus en plus, j'ai de plus en plus d'adolescents, d'enfants de moins de 12 ans qui ont des comportements sexuels qui sont problématiques. Peut-être ils ont été des victimes auparavant, mais pas tous ont été des victimes. Bien évidemment, la technologie a fait qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui sont impliqués à un comportement sexuel problématique. On partage des images, soit de soi-même, soit des amis. Et moi, je pense que ceci est l'une des augmentations les plus dans mon travail dans les dernières années. Ceux qui sont des délinquants sexuels ont des différents niveaux d'éducation, par exemple, de différentes capacités de se connecter avec les autres. Et ceci est très important parce que la clé pour évaluer, on ne doit jamais évaluer les gens. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait à quelqu'un. L'évaluation est plutôt un processus dynamique. Et moi, je n'aurais pas fait mon travail de façon adéquate si un délinquant sexuel s'en va d'une session avec moi sans avoir appris quelque chose de lui ou d'elle-même. Peut-être le partenaire ne sait pas pourquoi le délinquant l'a fait, mais le délinquant le sait. Et ceux qui le font, surtout pendant de longues périodes de temps, ils ont peut-être oublié la raison originelle pour laquelle ils l'ont commencé, mais ils savent pourquoi ils continuent. Donc, il faut comprendre le niveau d'éducation, les compétences sociales et quelle est la connexion à tout cela pour comprendre pourquoi ils ont fait tout cela. Si on veut prévenir des préjudices, nous devons comprendre les personnes, pourquoi les personnes le font. Et n'oubliez pas que l'évaluation ne s'agit pas de ce que vous avez fait, mais de si vous avez la possibilité de le refaire encore une fois. C'est là l'évaluation du risque. Il y en a qui sont, par exemple, mariés ou célibataires. Ils peuvent commettre des infractions avec ou sans contact et je pense que c'est très difficile de parler de quelque chose sans contact. Quoique je l'ai mis dans la diapositive, on trouve beaucoup plus la différence entre ceux qui sont dans la pièce
pièce, dans la salle, et ceux qui ne le sont pas. Je pense que ceci est un peu un défi de parler d'avec ou sans contact. Euh, on peut avoir un parcours professionnel de toutes sortes, on le voit partout. Et il y en a qui ont des liens étroits au sein de la communauté, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont des antécédents judiciaires et il y en a qui n'en ont pas. Et moi, je pense que l'un des plus grands défis pour les professionnels, c'est de comment nous jugeons quelqu'un dû au fait qu'ils sont déjà connus par les services sociaux de santé mentale ou de toxicomanie et on présuppose alors que le risque est plus élevé parce qu'ils sont connus. Et une personne qui n'a pas d'antécédents judiciaires, pas d'antécédents côté services sociaux, par exemple, on pense, bon, ceci s'est passé et ça ne va plus se passer parce qu'ils ne sont pas des criminels. Et ceci est un grand défi parce qu'en fait, cette personne, pour moi, est probablement quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent, en fait. C'est un délinquant sexuel qui est beaucoup plus efficace, en fait, si on peut le dire de cette façon, parce qu'il a pu probablement commettre des infractions sexuelles pendant longtemps, mais il est perçu comme étant normal. Et je veux vous dire couple de choses concernant l'évaluation. Vous êtes en train d'évaluer s'ils ont la confiance de pouvoir continuer, mais aussi une compétence qu'ils ont développée tandis qu'ils ont fait ces infractions. C'est-à-dire pour que quelqu'un fasse un abus sexuel contre quelqu'un, il faut devenir bon pour le faire. Parce que la personne, il faut devenir bon pour le faire. Parce que la personne, la victime, ne l'a pas raconté, ne s'est pas exprimé. Et pourquoi pas? Parce qu'en fait, je suis un délinquant sexuel qui a confiance, je sais comment fonctionne le système, je m'arrange dans ce système, c'est là où l'abus a lieu, mais en plus j'ai confiance en ce que je fais et j'ai toujours pu répondre à mes besoins sexuels de cette façon. Donc, pensez à cela, qu'il y a la compétence qui est très importante aussi. Il y en a bien évidemment d'autres qui ne sont pas connus par les services sociaux et de santé mentale. Donc, il faut regarder les personnalités, les présentations que chaque délinquant sexuel présente. Mais il faut nous rappeler toujours du fait qu'il y a une différence clé que nous devons retourner à ce qui s'est passé dans la pièce. Parce que ce qui s'est passé dans la pièce se voit réduit parce que la victime a réussi à nous dire. Et ce qui nous disent est très impacté parce que nous demandons. Et si je pose une question qui peut faire sentir la victime que je blâme la victime, ça peut envoyer la victime dans une direction complètement différente. Et si je me concentre aussi seulement à ce qu'on a fait à la victime, donc seulement des comportements, l'une des choses essentielles, c'est qu'il faut comprendre que ce n'est pas ce que le délinquant sexuel a fait, parce que le délinquant sexuel ne fait pas tout ce qu'il veut faire à la victime tout le temps. Tenez cela en tête. Ce qui se passe, c'est que quand on pose des questions à ce qu'ils ont fait, parce que nous nous demandons qu'est-ce qu'ils peuvent faire potentiellement. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un grand impact des questions que je vais poser. Par exemple, la victime peut nous décrire la pièce, le vêtement que portait le délinquant ou la victime. Et parfois, ce qui m'inquiète, c'est que tout ce contexte en coulisses n'est considéré qu'un contexte en coulisses. Et l'une des choses desquelles je vais vous parler, c'est que ce contexte en coulisses est essentiel parce qu'en fait, cela me dit pourquoi
ou si la personne va le faire à nouveau, parce que cela me parle de l'établissement de l'environnement dans lequel le délinquant a développé la confiance de le faire. Donc, ce que j'ai réussi à vous dire est moins de ce qui s'est passé dans la pièce, mais après, nous avons ce que vous m'avez entendu dire. Et en tant qu'enfant ou adulte victime d'un crime sexuel, nous allons interpréter ce que la personne nous dit. Ah, ceci est en conformité avec les critères ou pas, ou je sais ce que la personne est en train de dire. Donc, on est en train d'influencer ce que la personne nous dit. Et peut-être la personne me dit moins parce qu'elle est stressée. Mais après, ce qui se passe, c'est que les systèmes de justice criminels vont déterminer quelle a été l'infraction. Donc, de la description que vous m'avez entendu faire, il y a eu une détermination de l'infraction qui a été commise, et cela est moins, il y a eu une détermination de l'infraction qui a été commise, et cela est moins de ce qui, en fait, s'est passé dans la pièce. Mais après cela, il y a l'accusation. Peut-être j'ai été abusée sexuellement 3 fois par semaine pendant 3 ans et la personne ne sera jamais condamnée pour chaque fois que la personne m'a touchée. Mais je peux vous dire que si on revient à ce qui s'est passé dans la pièce, ils ne vont jamais être condamnés. Disons, il fallait que je fasse un striptease avant que mon papa ne me touche. Et pour le striptease, je devais utiliser des petits caleçons. Mais il y a aussi un jouet, un téléphone pour l'enfant. Alors, si l'enfant parle du téléphone, peut-être ce n'est pas important. Peut-être il y a des pantalons que le bébé a dû utiliser pour le papa. Quand l'enfant me dit pendant qu'il a dû parler avec ce téléphone, alors la question se pose, pourquoi il a dû faire cela? Donc, l'accusation est beaucoup moins que ce qui s'est passé dans la pièce. Mais aussi, il faut se demander ce qu'il a plaidé. Et cela va être moins encore de ce qui s'est passé et finalement, ce pourquoi il a été condamné. Quand on commence l'évaluation des délinquants sexuels au haut de ce triangle, nous parlons du fait que John Bryan a été condamné de 3 différents comportements déviants, quoi que ce soit. On est en haut de la pyramide, mais ce n'est pas ce qui s'est passé dans la pièce. Il ne s'agit pas de l'infraction et de la quantité de faits, de temps qu'il l'a répété, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la pièce? Pourquoi la personne a dû acheter des vêtements sexualisés pour un enfant de 3 ans? Pourquoi un striptease? Pourquoi? C'est pour cela que peut-être vous allez le faire à nouveau, parce que c'est une partie de l'excitation. Ce pourquoi il est condamné, c'est une chose, mais ce n'est pas forcément la raison pour laquelle la personne va le répéter encore une fois. Et c'est la raison pour laquelle vous pourriez penser que ce triangle est l'évaluation du risque ne commence pas au haut de la pyramide. J'espère que vous me comprenez, parce que l'évaluation du risque est une collection systématique d'informations concernant la possibilité de ce que la personne va faire quelque chose, va agir à nouveau, et cela nous mène à la gestion du risque. Et l'inquiétude là est que fréquemment, la gestion du risque
à des systèmes et des structures et cela tend à dicter ce que la personne va faire. Et là, on rentre dans un libellé généralisé par rapport à si la personne est à risque élevé ou faible. Mais si nous revenons à la pyramide, on aura cela au haut de la pyramide et ce n'est pas la raison pour laquelle la personne l'a fait cette situation. Mes antécédents concernent la sexualité. Et ici, il ne s'agit pas seulement du contrôle que le délinquant a sur la victime, mais aussi pourquoi le délinquant aime avoir une satisfaction sexuelle avec quelqu'un qui certainement n'a pas aimé la situation. Pourquoi? Alors, il faut une chaîne décisionnelle. Il y a les conséquences, les antécédents, les comportements, les conséquences. Et par exemple, au Canada, peut-être vous utilisez un certain outil. Dans le Royaume-Uni, on utilise une mesure de l'an 2000, par exemple. Et il faut identifier une mesure de l'an 2000, par exemple. Et il faut identifier les choses comme si c'était une assurance. Disons, une femme de 52 ans comme moi, du point de vue d'une assurance voiture, est à un risque plus faible d'avoir un accident qu'un garçon de 21 ans qui conduit pour la première fois. Et c'est ça ce que cela veut dire que l'évaluation actuarielle du risque. C'est-à-dire, si on compare ce délinquant sexuel avec d'autres qui ont commis ces infractions dans la population générale, la possibilité est que si l'on compare cette personne à tout ce groupe, ils sont faibles, moyens ou élevés. Et cela est utile, mais ça ne nous dit pas pourquoi il l'a fait, ça ne nous dit pas s'il va répéter l'action. Et c'est pour cela qu'on passe à l'évaluation dynamique du risque, c'est-à-dire le pourquoi. Qu'est-ce que cela nous dit sur la personne individuelle? Qu'est-ce qui a propulsé la personne à commettre cette infraction? Pourquoi cette personne, à cette étape de sa vie, a décidé d'utiliser une autre personne pour satisfaire ses besoins quand la personne est incorrecte? Pourquoi ne pas choisir une personne adéquate par rapport à l'âge? Pourquoi ne pas choisir une personne adéquate par rapport à l'âge qui va donner son consentement de façon mutuelle? Pourquoi l'abus? Il y a aussi des blocs que nous avons en tant qu'évaluateurs. Il y a des choses qui nous sont inconnues. Et c'est ce qui est le plus grand défi, en fait, quand on fait une évaluation, l'inconnu. Mais il y a aussi des faits connus, mais sous-estimés. Si, disons, je reviens à l'enfant de 3 ans qui a dû faire un striptease pour son papa. C'est un cas réel. Avant d'avoir pris la petite fille dans la chambre à coucher et avoir fait une infraction sexuelle active, il a commencé l'abus dans la cuisine. Parce que si vous l'auriez vu, c'était un papa, les parents étaient séparés. L'enfant allait tous les vendredis soirs chez le papa, lui donnait quelque chose de sympa à manger qu'elle choisissait, par exemple des chips, mais aussi il lui coupait les cheveux et elle aimait ça là, il lui coupait les cheveux et si il lui donnait ce qu'elle voulait, alors elle devait monter dans la chambre à coucher et lui donner ce qu'il voulait d'elle. Faire le striptease, s'appliquer à une activité sexuelle. C'est ce que la victime devait faire. Cet homme a commencé à eu une autre relation avec une autre femme. J'ai fait l'évaluation et quand j'ai pris l'information de son nouveau partenaire, elle avait 2 enfants et elle a commencé à me parler du fait qu'il était merveilleux avec ses enfants, qu'il passait des heures à brosser les cheveux de ses enfants. Et cette
information, l'homme n'aurait L'homme n'aurait jamais été condamné pour avoir brossé les cheveux, mais en fait, c'était un précurseur parce qu'il sentait une excitation sexuelle à cause de l'odeur des cheveux des enfants. Il avait ce qui s'appelle la tryptophilie, une paraphilie ayant à voir avec les cheveux. Et parfois, on n'apprécie pas cela quand on fait une évaluation du risque, raison pour laquelle il faut entendre ce qui s'est passé dans la pièce et non pas la raison pour laquelle la personne a été condamnée. Maintenant, l'interprétation. La nouvelle partenaire a interprété la situation comme s'il était très impliqué avec ses enfants. Il prenait du temps à arranger leurs cheveux, à brosser leurs cheveux. Et je peux comprendre cette interprétation, bien évidemment, mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que c'était un précurseur. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que c'était un précurseur. Il y a aussi les renseignements objectifs et subjectifs que nous apportons. Nous avons une attitude et beaucoup de fois, nous tendons à être plus subjectifs, à faire des présuppositions et le plus nous sommes subjectifs, le plus nos questions deviennent limitées. Donc, il nous faut être très objectifs. Continuer avec les questions et comprendre pourquoi une personne a fait quelque chose. Nous ne regardons pas les données mal comprises. Alors, les agences, par exemple, elles ont recueilli de l'information par rapport à la personne. Par exemple, un homme que j'ai évalué a été détenu, il conduisait trop vite. Mais le jour où il a conduit très vite, c'est parce qu'il était en train d'abuser des femmes adultes. Il le faisait pendant la journée tandis qu'il travaillait. Donc, il avait une période très courte de temps où il pouvait faire cet abus. Et donc, il retournait très vite, il conduisait très vite de retour chez lui au travail. Donc, c'est des données très importantes. Il doit avoir cette compétence de pouvoir le faire avant le travail. Et maintenant, nous avons aussi l'heure de la double pathologie. Par exemple, nous avons un enfant avec TDAH ou des troubles de l'apprentissage. Nous nous concentrons à ces choses-là en tant que professionnels et peut-être nous faisons un diagnostic trop rapide par rapport à ce qui ne se passe pas très bien chez l'enfant. Ouverte tout le temps pour continuer à être objective. Maintenant, la réalisation de tâches concurrentes lors de la même visite, disons qu'il y a beaucoup de disciplines, beaucoup de professionnels, on leur demande de passer à de différents rendez-vous et on les perd parfois et on ne capture pas de l'information essentielle. On a beaucoup d'informations, mais nous perdons de l'information à cause de cela. Et les victimes croient que nous sommes en train de comprendre les choses. J'ai raconté à la police, j'ai raconté à la travailleuse sociale, etc. Mais en fait, on n'est pas en train de regrouper les choses. Est-ce que nous sommes en train de retourner à ce qui s'est passé dans la pièce pour comprendre la situation? Et en tant que professionnels, nous avons un biais quand les choses ne sont pas en conformité avec notre façon de comprendre les choses. C'est-à-dire, nous croyons que nous comprenons pourquoi les délinquants font ce qu'ils font. Et donc, s'il ne le fait pas comme ça, il n'est pas au même risque. Ou peut-être c'est un adulte, donc il ne pose pas un risque à un bébé. Ou peut-être il a vu des images d'enfants, mais il ne va pas faire une infraction avec contact. Mais ce que nous devons voir,
C'est quelles sont nos croyances et nos connaissances qui nous affectent lorsque nous faisons une évaluation. Maintenant, l'évaluation des délinquants sexuels se passe comme ça. Il faut comprendre ce qui est normal, ce qui est illégal et ce qui est déviant. Maintenant, pas tous les délinquants sexuels sont déviants et c'est essentiel de le comprendre. Quelque chose de très éloigné de la norme. Par exemple, disons, il y a de différents types de délinquants sexuels. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est déviant? Qu'est-ce qui est illégal? La plupart des délinquants sexuels ont commis quelque chose qui est illégal, mais cela pourrait être illégal par rapport à ce qu'ils ont commis, mais c'était un père qui a consenti, mais ce qu'il a fait, c'est fait quelque part qui est considéré illégal, peut-être à l'extérieur. Donc, parfois, en fait, c'est une activité normale, mais ils n'auraient pas dû le faire ou ils l'ont fait et c'est donc illégal. Mais par exemple, s'ils faisaient quelque chose avec quelqu'un qui était en consentement et qui a accordé d'avoir une relation sexuelle, vaginale, tout va bien. Par exemple, s'il faisait quelque chose avec quelqu'un qui était en consentement et qui a accordé d'avoir une relation sexuelle, vaginale, tout va bien. Mais s'ils l'ont fait à côté de la mer, là, c'est problématique, mais ce n'est pas une personne déviante. Mais la personne qui est excitée par des formes spécifiques de corps, cela n'est pas normal et déviant. Même chose quand il choisit une victime adéquate par rapport à l'âge, un adulte à un autre, mais l'acte va contre la norme d'excitation sexuelle normale. Donc, par exemple, si la personne est excitée parce que la personne est contrariée et la victime est en train on est en train là maintenant d'être dans une situation déviante parce que s'il y a une émotion négative, c'est une déviance sexuelle. Alors, on veut savoir si c'est normal par rapport aux victimes qu'ils ont choisies, c'est adéquat par rapport à l'âge. Bon, alors on sait que c'est normal. Est-ce que c'est illégal? Oui. C'est illégal parce que bien évidemment, ils ont été condamnés, mais pas tous forcément sont déviants. Et cela est un déviant. Un défi quand on travaille avec des adolescents. Donc, l'un des outils d'évaluation que nous utilisons, c'est le EM2 qui est en train d'être mis à jour en ce moment. Et ce qui est clé, c'est que surtout pour les adolescents, parce que généralement, ils font une délinquance d'un père à un autre, on veut savoir s'ils sont autres. On veut savoir s'ils sont en train de faire quelque chose de déviant ou pas, parce qu'ils pourraient être en train de faire quelque chose d'illégal, mais pas quelque chose de déviant. Donc, il faut comprendre ces trois idées. Est-ce normal? Est-ce illégal? Et est-ce déviant? Est-ce déviant? Pas du tout normal et donc c'est illégal? Ou est-ce quelque chose de normal et la personne a besoin d'éducation? Par exemple, des enfants de 14 ou 15 ans qui s'impliquent à une activité sexuelle, c'est illégal à cause de leur âge, mais ils ont consenti les deux à l'activité sexuelle. Donc, on parle du fait que ça doit être légal, du fait qu'il faut un consentement, mais aucune des activités n'ont été attitude générale par où le délinquant sexuel pose un danger tout le temps. Et en fait, ils ne sont pas des délinquants sexuels chaque minute, chaque heure, de chaque jour, de chaque mois, de chaque année. Ils ne posent pas un risque à tout le monde tout le temps. Et mon travail, du point de vue de l'évaluation du risque, c'est de comprendre à qui il pose un risque et sous quelles circonstances. Donc, dans quelles circonstances est-ce que ce risque va augmenter, mais aussi
quelles sont les circonstances que je puis identifier qui pourraient réduire le risque? Et là, vous pouvez voir ce cône. Il y a ceux qui posent un risque tout le temps, mais ce que je dois faire, c'est que pour évaluer la protection des enfants et aider aux professionnels, c'est de dire, bon, voilà à qui vous posez un risque et voilà les circonstances sous lesquelles je crois que vous allez refaire cette infraction. Mais il y a aussi les situations où vous n'allez pas le faire encore une fois parce que voilà pourquoi je crois que vous l'avez fait en première instance. Vous regardez leur petite enfance, leur famille, leurs antécédents criminels, leurs attachements. Est-ce qu'on a bien pris soin d'eux dans une famille qui avait de bonnes limites, où ils savaient ce qui était correct et incorrect, où la sexualité a été traitée de façon adéquate, c'est-à-dire au sein de leur culture, au sein de leur religion, de leur genre. Est-ce qu'ils ont été élevés de façon adéquate là-dedans, mais ils ont aussi compris l'adéquacité de leur propre soi, de leur vie privée. On regarde leurs antécédents, comme je disais. Est-ce que c'est quelqu'un qui va faire des choses qui sont illégales? On regarde leurs antécédents, comme je disais. Est-ce que c'est quelqu'un qui va faire des choses qui sont illégales? Et donc, par exemple, commettre une infraction sexuelle veut dire pour eux quelque chose qui est similaire à rentrer dans une maison et voler ce qu'il y a dans une maison, tout simplement parce qu'ils sont des criminels. Est-ce qu'il y a de l'alcool et des drogues dans leur famille? L'alcool et les drogues sont des inhibiteurs. Donc, par exemple, vous savez que quand on boit un tout petit peu, on devient un tout petit peu plus relaxé, on peut bavarder davantage avec les gens, on peut flirter un peu plus avec les gens. C'est des inhibiteurs et aussi sexuellement, il y a des gens pour lesquels cela fonctionne. S'il y a un consentement désinhibé et bloquer les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas toucher cet enfant. Ils utilisent l'alcool pour désinhiber ses idées. Alors, il faut voir s'il y a de l'alcool et des drogues. Mais on regarde aussi leur historique psychosexuel. C'est quelque chose que nous faisons beaucoup dans l'évaluation. Aussi pour les adolescents et ceux qui ont moins de 12 ans. Les adultes aussi. Et ceci veut dire, on leur demande, où avez-vous appris sur le sexe? Qui vous a enseigné? Qui ont été vos influences? Cela inclut les gens, les médias. Est-ce que c'était la télévision, des DVD, l'Internet, l'école, vos pères, votre famille? Et il faut essayer de comprendre que veut dire la sensualité pour cette personne. Par exemple, leur première expérience, leur première érection, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils ont grandi au sein d'une famille où cela posait de la honte au niveau culturel, par exemple, ou est-ce qu'ils ont grandi dans une famille où on parlait tout le temps et il y avait trop d'exposition au sexe, il n'y avait pas de limite, par exemple. On parle des relations qu'ils ont déjà eues, ce que voulaient dire ces relations pour eux, dans quelle situation sexuelle ils se sont trouvés au sein de ces relations et qu'est-ce qui propulse cette personne sexuellement donc. Qu'est-ce que la victime veut dire pour eux qui n'ont pas pu atteindre dans leur historique psychosexuel? Par exemple, dans un acte sexuel spécifique, il y a quelque chose qui semble qu'ils n'ont pas pu le faire. Il y a quelque chose qui semble qu'ils n'ont pas pu le faire avec un adulte qui consent. Ou est-ce l'excitation? Parce que c'est avec une personne inconnue. Donc, on regarde la sexualité du délinquant et non pas souligner tout le temps l'histoire du pouvoir et du contrôle. Parce qu'il faut comprendre que, bien évidemment, on va
avoir du contrôle sur une personne si je veux faire avec la personne quelque chose que la personne ne veut pas faire. Mais ce n'est pas à cause du contrôle qu'on le fait, c'est des crimes sexuels ici. Il faut comprendre la raison sexuelle pour laquelle ils le font. Et puis, on regarde le récit des victimes, on essaie de déterminer à qui il pose un risque, à quel genre, à quel âge, est-ce que c'est important. Tout cela lors de l'évaluation. Et chacun de ces facteurs, de ces sections, implique qu'il faut faire une analyse de ce que cela veut dire au bas de ce code. Vous posez un risque à qui, pourquoi et dans quelles circonstances. Mais il faut parler des termes que nous employons pour communiquer le risque. Disons que c'est, est-ce qu'on va dire que c'est certain, que c'est possible, que c'est fortement probable? Et ce qui tend à se passer en tant que professionnel, c'est que si l'on n'utilise pas ce cône dans l'évaluation, ce qui tend à se passer, c'est que nous écrivons le risque de quelqu'un pour la personne pour laquelle on écrit le rapport. Disons que je vais à un congrès concernant l'évaluation, ce qui tend à se passer, c'est que nous écrivons le risque de quelqu'un pour la personne pour laquelle on écrit le rapport. Disons que je vais à un congrès concernant... Je vais parler du cas de cette personne et je ne veux pas mettre à risque un enfant. Je vais dire certains signifiants importants ou possibles. Mais est-ce que, parce que c'est quelqu'un qui est un délinquant sexuel, comment est-ce que j'ai conclu que le risque est élevé? Donc, quand on parle, par exemple, des différents types de délinquance sexuelle, bien évidemment, on peut parler pendant des jours de chacun d'entre eux. Et je ne vais donc pas pouvoir le faire. Mais qui présente les risques les plus élevés? Et qu'est-ce qu'il faut regarder dans l'évaluation du risque entre le délinquant pédosexuel et le pédophile? Le pédophile est quelqu'un qui est attiré à quelqu'un avec une forme de corps pré-puberté. Donc, n'importe le genre, n'importe si c'est le même genre ou pas, ou une relation hétérosexuelle, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu est qu'ils sont attirés à quelques traits sexuels. Donc, pour que cette personne abuse la personne, c'est autre chose. On peut avoir une relation adéquate du point de vue de la pénétration et de l'âge de la paire, mais on ne parle d'un pédophile que quand on a une fantaisie pédoérotique. Il pense à des enfants pour pouvoir s'impliquer à l'activité sexuelle avec l'adulte. Donc, la personne qui est dans une relation adéquate avec un adulte du point de vue sexuel et commet une infraction sexuelle avec un enfant, voilà le délinquant pédosexuel. Par opposition à une personne qui n'a jamais eu une relation avec un adulte et a abusé un enfant pré-puberté. Donc, pour le délinquant pédosexuel, on va analyser les choses avec ce cône duquel je vous ai parlé, mais du côté sexuel, on va parler de la forme du corps et il n'y a pas encore les traits de la puberté. Est-ce que la présence physique de ce corps, la possibilité de s'impliquer avec ce genre de corps et faire ce qu'ils veulent faire, et la déviance rentre là-dedans quand il y a de la douleur, du désarroi et une absence de consentement. Comme je vous l'ai dit,
La déviance, c'est de s'éloigner de la norme. Quand on s'implique à la norme avec nos activités sexuelles avec nos partenaires, nous ne nous impliquons pas généralement à quelque chose de sexuel quand quelqu'un est contrarié. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas excitant. Et donc, nous avons ici quelqu'un c'est quelqu'un qui peut atteindre l'excitation. Nous avons ici quelqu'un c'est quelqu'un qui peut atteindre l'excitation avec une forme du corps qui n'est pas sexuelle, qui peut continuer à être excité, et là où il y a une pénétration, ils peuvent continuer l'excitation, la pénétration et l'éjaculation si c'est un homme, et continuer à être performant. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses au niveau cognitif, émotionnel, physique qu'ils ont pu surpasser eux-mêmes pour devenir excités et s'impliquer de façon réussie avec un enfant qui est clairement en douleur et en détresse. Ça, c'est quelqu'un qui est vraiment arrivé à un niveau élévation veut dire qu'on est excité par la douleur, par la détresse, par l'absence de consentement pour pouvoir être performant. Même quand c'est quelqu'un qui est attiré à un corps post-puberté. Une personne, par exemple, qui a été un délinquant sexuel avec un enfant de 4 ans et un enfant de 14 ans aussi, ça veut dire que c'est une personne sans limite. Toute la gamme d'âge sera à risque parce qu'ici, il s'agit de l'acte qui peuvent performer, il s'agit de la détresse. Maintenant, si nous prenons l'exemple du violeur, du violeur, encore, on parle de la présence physique. Et quand on s'implique à une activité sexuelle sans consentement, qu'est-ce qui est excitant pour quelqu'un qui s'implique à une activité sexuelle avec quelqu'un qui montre très clairement que la personne ne veut pas le faire? Qu'est-ce qui excite là-dedans? Et on regarde le degré de déviance. Est-ce le fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec cette personne? Est-ce qu'ils ne sont pas intéressés à cette personne, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire du côté sexuel, n'importe l'empathie envers cette personne? Alors, par exemple, quand on parle du viol, ce qui peut vous aider dans un respect mutuel de consentement dans une relation, on ne s'implique pas à une activité sexuelle à moins que la personne soit préparée à le faire aussi et les deux personnes, si la personne veut s'impliquer ou pas. Et en fait, c'est ça ce qui les excite, parce qu'ils peuvent vous faire ce qu'ils veulent, autant qu'ils le veulent, de la façon la plus dure, et vous causez du préjudice, n'importe. Et c'est ce que vous analysez du côté du violeur. Mais cela veut dire, en fait, encore une fois, du point de vue sexuel, qu'il y a la présence physique de cette sexualité, que voilà ce qui les excite. Donc, quand on me dit dans une évaluation, Marcella, je suis contente avec la relation sexuelle avec ma partenaire, on a du sexe vaginal une fois par mois et j'ai aucun problème, c'est quelque chose d'important. Alors, je me demande, pourquoi est-ce que vous me racontez cela? Il faut comprendre son fonctionnement sexuel. Donc, quels sont quels sont les messages cognitifs? Probablement, on ne peut pas croire cette personne parce qu'il faut penser à ce qui les excite. Mais je vais parler un peu des paraphilies aussi. Chez les délinquants sexuels,
on a beaucoup de paraphilie et je vais en parler un peu plus tard. Maintenant, les agresseurs sur Internet, ce qui nous intéresse, c'est la quantité de temps qu'ils passent à regarder, à observer le contact, la déviance, la paraphilie et l'impact sur la victime. L'enjeu avec les agresseurs sur Internet, c'est qu'à différence de ceux qui sont dans la pièce, n'importe contact ou pas contact, mais plutôt dans la pièce, quand on est dans la pièce, on est limité, par exemple, par le fait que quelqu'un pourrait retourner, la victime pourrait être distance médicale. Donc, il y a des choses qui me limitent à m'impliquer probablement à ce que je veux faire, mais aussi j'ai une limite de temps. Les agresseurs sur Internet n'ont pas de limite de temps. Ils peuvent être pendant des heures sur l'ordinateur, mais cela veut dire aussi que physiologiquement, du point de vue de leur excitation sexuelle, ils la maintiennent pendant beaucoup plus longtemps que s'ils sont dans la pièce. Vous comprenez? La personne sur l'Internet peut rester face à l'ordinateur, il y a toutes les images, les vidéoclips, et leur excitation augmente et augmente. Donc, ils ont une période de temps d'excitation beaucoup plus prolongée. Et cela est beaucoup plus difficile d'apporter de retour à une relation normale. Et ce que vous trouverez ici, c'est qu'ils s'ennuient avec des images qui ne bougent pas. Une période de temps d'excitation beaucoup plus prolongée. Et cela est beaucoup plus difficile d'apporter de retour à une relation normale. Et ce que vous trouverez ici, c'est qu'ils s'ennuient avec des images qui ne bougent pas. Donc, en fait, on a ici le niveau plus élevé de déviance parce qu'ils ont besoin de plus en plus d'excitation, de déviance, d'activités inusuelles, d'activités extrêmes pour arriver à l'excitation qu'ils ont obtenue la première fois qu'ils ont commencé à regarder. Maintenant, la personne avec le trouble d'apprentissage, l'enjeu ici est qu'il y a un manque de contrôle interne. Ils n'ont pas, ces gens-là, la différence entre blanc et noir. Une personne avec un trouble d'apprentissage, ce qui est très important, c'est l'attitude de la famille et des professionnels et de leur père par rapport aux récidives, à cause du fait qu'ils n'ont pas de contrôle. Donc, parfois, une personne avec un trouble d'apprentissage n'a pas beaucoup de déviance en soi, mais il pose un risque plus élevé de le refaire parce qu'ils ne peuvent pas se contrôler à l'interne. Donc, par exemple, on utilise l'outil Armadillo pour nous aider à analyser l'environnement, le personnel, les parents, les pères. C'est ce que nous voulons savoir, ce qui se passe de ce côté-là. Maintenant, ceux qui s'impliquent à l'exploitation sexuelle des enfants, ici, le cône identifie des personnes aux idées semblables. Comment est-ce que je rentre dans une maison et je dis à quelqu'un, est-ce que tu veux venir avec moi? Et il y a une fille de 12 ans et on va faire cela. Comment trouve-t-on ces personnes aux idées semblables? Et aussi, il y a le degré de déviance là-dedans, parce que généralement, c'est fréquemment des jeunes garçons avec des drogues, de l'alcool. Les filles ne peuvent pas consentir. Et il faut comprendre que pour s'impliquer avec une personne jeune à une activité sexuelle après qu'une autre personne l'ait déjà fait, cela exige beaucoup de performance. Donc, quelqu'un vient d'avoir une activité sexuelle avec cette personne qui pourrait potentiellement être droguée ou avoir consommé de l'alcool et tristement par terre, et votre ami vient de pénétrer cette personne, et cependant vous êtes excité par cela suffisamment comme pour faire la même chose. Cela vous explique le niveau de déviance de cette personne. Pouvoir avoir du sexe avec la même personne après votre ami, mais aussi
après avoir regardé. Donc, vous avez le voyeurisme là-dedans. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre avec ceux qui font l'exploitation avec plusieurs personnes. Maintenant, les délinquantes sexuelles femmes, on peut en parler toute la journée, mais ce qui est intéressant avec les femmes, c'est qu'on a fait une catégorisation très bonne des différents types parce que chacun de ces types a de différents besoins quand il s'implique à cette infraction sexuelle. On en a de plus en plus. Royaume-Uni, je fais du travail et on a de plus en plus de femmes qui ciblent des filles plus jeunes dans cette culture de gang et elles veulent avoir des victimes et cela a beaucoup à voir avec le contrôle. Donc, du côté des femmes, il faut d'abord évaluer le type de femme de laquelle il s'agit et quels sont les besoins. Donc, la formulation veut dire qu'on regroupe toutes ces connaissances, on voit quel est le genre de délinquant sexuel, est-ce qu'il y a des précédents pour comprendre les choses, quel est le problème qui se présente, les prédispositions, est-ce qu'il y a eu des traumatismes pour lesquels ils le font, quels sont les paramètres déclencheurs, des événements marquants de la vie, par exemple, mais aussi quels sont les facteurs d'autisme pour lesquels ils le font, quels sont les paramètres déclencheurs des événements marquants de la vie, par exemple, mais aussi quels sont les facteurs perpétuateurs, parce que généralement, quand on les apporte à une évaluation, ils les ont déjà fait, ces actes, plus d'une fois. Et bien évidemment, il y a 5 P. Donc, il y a les 5 P, c'est-à-dire, on se demande quel risque présente-t-il, dans quelles circonstances, dans quelle mesure le risque est-il immédiat, dans quelle mesure le risque est-il volatile, quels étaient leurs besoins sexuels et comment sont-ils satisfaits désormais, et quels sont leurs besoins thérapeutiques. Il nous faut nous demander si la personne va répéter les choses ou pas. Quel est le risque, dans quelles circonstances. Et il faut identifier le risque. Donc, le résumé ne doit pas indiquer seulement un rapport. Maintenant, parlons ici du continuum du déni. Nous utilisons beaucoup le mot il dénie, il nie les choses. Moi, je pense que le déni peut dire cela s'est passé, mais ce n'était pas moi. Non seulement cela ne s'est pas passé, mais il y a de différents niveaux. Parfois, on blâme la personne, on dit la personne est en train de nier sa responsabilité. Donc, dans l'évaluation, ce que je fais, c'est d'encourager le professionnel à écouter qu'est-ce que la personne admet et non pas qu'est-ce que la personne nie. Nier la responsabilité ne veut pas dire qu'il ne va pas le répéter. Ne veut pas dire qu'il ne va pas le répéter. Mais je veux savoir quelle est la justification pour peut-être le refaire encore une fois. Donc, nous voulons voir quelles possibilités nous avons pour protéger. L'outil CASP parle de la possibilité de superviser et de protéger. Ça, c'est un outil qui va être lancé en 2019 par mon collègue Garth McGibbon et moi-même. Ce qu'on a fait avec cet outil, c'est que ce qui nous inquiète par rapport au fait que si la personne si le parent n'abuse pas, il est considéré comme un parent protecteur. Et en fait, je dois voir si dans ce système, on fait une mission ou par mission conjointe, on doit éliminer que cela se passe. La personne qui sait
qu'il y a, par exemple, des taches de sang et ne pose pas de questions par rapport à cela, pourquoi dois-je penser que la personne est en train de protéger l'enfant? Il faut comprendre qu'il y a des conséquences par rapport à la dénonciation. Par exemple, si le partenaire a commis un abus sexuel, il y aura des conséquences à cela, par exemple. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a un deuil, il y a une perte et la personne peut-être ne va pas protéger l'enfant. L'enfant, est-ce qu'il y a un déni? Peut-être la personne est en colère. C'est-à-dire, quand on présuppose que la personne qui n'abuse pas est protectrice, non, il faut être clair que le partenaire qui protège doit accepter qu'il y a un risque, il faut savoir qui est en train de le poser et qu'il faut superviser et protéger. Donc, en tant que superviseur, j'ai le droit de te demander pourquoi es-tu en train de faire cela? Pourquoi ne veux-tu pas venir avec moi? Pourquoi es-tu en train de regarder l'ordinateur? Et si le partenaire délinquant accepte que je pose ces questions, je peux superviseur. Je peux être superviseur. Maintenant, s'il y a eu de la violence familiale, pourquoi est-ce que je suppose que la personne peut être la violence familiale, pourquoi est-ce que je suppose que la personne peut être quelqu'un qui supervise? Donc, il faut développer ses compétences de superviseur. Parfois, les familles protègent si c'est quelqu'un qui est un inconnu, mais non pas s'il s'agit d'une personne qui est au sein de leur famille. Il faut commencer ce trajet d'accepter le rôle de superviseur et de protecteur et de protéger au préalable. Donc, nous devons évaluer la protection du protecteur et du superviseur. Comme conclusion, il faut comprendre quel est le risque, qui pose le risque, dans quelles circonstances, est-ce qu'on peut gérer le risque, et si oui, qui peut le gérer, et est-ce que c'est géré, et est-ce que c'est gérable du point de vue de la gouvernance. Sur ce, je vais passer à vous montrer une belle image du nord de l'Irlande pour que vous puissiez maintenant